Bonjour chers jeunes de terminale scientifique pour ce deuxième cours sur le rapport entre philosophie et science. Comme ce sera un peu dense, nous enregistrons ce cours, comme ça vous pourrez le retrouver sur internet, d'autres pourront en profiter. Les commentaires sont ouverts, donc n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai dans les 2 jours qui viennent sur la chaîne elle-même. Donc je voudrais reprendre avec vous le point sur lequel nous nous étions arrêtés la fois dernière, c'est-à-dire le problème de la connaissance sensible comme fondement de toute connaissance humaine, en particulier de la connaissance mathématique, scientifique et philosophique. On pourrait aussi ajouter de la connaissance artistique, d'accord ? Le deuxième point que nous aborderons, c'est comment l'intelligence interroge les interrogations, les types d'interrogations. Nous allons faire une typologie, à la suite d'Aristote, des types d'interrogations par lesquelles l'intelligence cherche à connaître le réel, et nous verrons comment, à chaque type de science ou de philosophie, répond un type particulier d'interrogation. Donc ça, c'est les basiques, c'est vraiment très simple, d'accord ? Nous verrons ensuite ce qui particularise chaque science, donc nous sommes là dans la philosophie critique de la connaissance, fondement de l'épistémologie, d'accord ? Nous sommes ici dans la philosophie critique de la connaissance. Nous verrons ensuite, les opérations de l'intelligence. Quels sont les grands types d'opérations de l'intelligence ? Les opérations de l'intelligence. Comment mon intelligence connaît ? Les opérations fondamentales de l'intelligence. Vous n'apprendrez pas cela en cours de mathématiques ou en cours de SVT. C'est la philosophie c'est le propre de la philosophie de nous aider à comprendre ce que c'est que l'intelligence. On voudrait tous savoir qu'est-ce que c'est que l'intelligence de manière à être plus intelligent, non ? N'est-ce pas ? Bon, ça nous intéresse tous. Quand j'étais au lycée, une de mes matières préférées, c'était la biologie. Alors en classe de première, je m'étais dit, puisque tout le monde pense que le cerveau est l'organe de l'intelligence, étudions le fonctionnement du cerveau pour connaître ce qu'est l'intelligence. Et comme ça, je deviendrai plus intelligent. J'ai passé plusieurs heures dans des encyclopédies à voir comment la biologie étudie le fonctionnement du cerveau, les neurones, les synapses, les communications chimiques et électriques entre les différents neurones. Est-ce que ça m'a appris quoi que ce soit sur ce qu'est l'intelligence ? Rien. Ça m'a profondément déçu. Le cerveau n'est que le fondement matériel. Il n'est que le fondement matériel de la coordination de la connaissance sensible, de l'imagination, de la mémoire, et pas plus. L'intelligence au-delà de l'imagination, le cerveau ne peut rien en dire. Aristote disait déjà que l'intelligence est immatérielle. Elle ne peut pas avoir d'organe propre puisqu'elle est au-delà des limites de la matière. Dès que je pense l'universel,
Je suis au-delà des limites de la matière. Je vais vous donner une preuve scientifique de ce que je viens de vous dire. Il y a eu, il y a quelques années, un congrès scientifique international. C'était des neurobiologistes, des psychiatres, des spécialistes du fonctionnement du cerveau, de tous les grands pays du monde, du Japon, de l'Amérique, qui se sont réunis à Paris avec un thème particulier: comment expliquer la créativité. L'homme est créatif. Il n'y a pas de créativité dans le monde animal, ou quasiment pas. Les animaux obéissent à l'instinct, ils sont commandés par l'instinct. La vache, elle broute l'herbe, elle n'a pas idée de faire de la cuisine et d'inventer de nouvelles recettes et d'essayer de manger autre chose. Elle est déterminée par l'instinct. Les abeilles, elles construisent leurs ruches, les fourmis construisent leurs termitières, commandées par l'instinct. Il n'y a pas de créativité. Les fourmis ne vont pas se dire un jour: tiens, si je faisais ma termitière avec autre chose que de la terre. Elle ne peut pas, elle est commandée par l'instinct. Le propre de l'homme, c'est la pensée, et le sommet de la pensée, un des sommets de la pensée, c'est la créativité. Eureka, j'ai trouvé. Pensons à Archimède, qui est mathématicien, qui s'interroge sur les lois de la nature. Voilà qu'un jour il prend son bain, l'eau était remplie un peu trop haut, il rentre dans son bain et l'eau déborde. Et Eureka, j'ai trouvé, loi fondamentale de la physique: tout corps solide plongé dans un fluide entraîne une force qui est proportionnelle à la masse de cet objet physique qui est plongé dedans. Bien. Donc ils se sont réunis avec tous leurs résultats d'analyse. Ils ont branché des tas d'appareils sur le cerveau et ils ont demandé à des artistes de chercher une aspiration. Ils ont donné à d'autres personnes qu'ils testaient de résoudre des problèmes mathématiques. Et ils ont dit à chacun: lorsque vous avez la bonne réponse qui vient dans votre cerveau, Eureka, j'ai trouvé, vous levez le doigt. Et là, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand l'homme est créatif, quand il a le génie de l'invention? Ça y est, j'ai trouvé. Voilà comment je vais répondre à cette question, à ce sujet de dissertation de philosophie. Voilà comment je vais résoudre ce problème mathématique. Eureka, j'ai trouvé. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là? Rien de plus que quand on rêve la nuit pendant notre sommeil. Or, les animaux rêvent aussi. Le rêve, c'est une succession d'images, les unes après les autres. Il n'y a pas d'intelligence propre dans le rêve. Quand vous dormez, vous êtes inconscient et votre intelligence, elle dort, d'accord? Et vous êtes passif quand vous dormez. Et vous êtes entraîné par votre mémoire, votre imagination. Les images sont dans le singulier. Il n'y a pas d'intelligence. L'intelligence, elle commence avec l'abstraction de l'universel. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, parce que pour moi, la conclusion de ce congrès scientifique, que les scientifiques avouent, reconnaissent, découvrent que quand la pensée humaine a le génie de l'invention, de la créativité, on ne peut rien percevoir de différent dans le cerveau que lorsqu'il y a le rêve de l'imagination. Ce qui veut bien dire que le cerveau est l'organe de l'imagination, de la mémoire, mais pas de l'intelligence. Puisque le propre de l'intelligence ne peut pas être saisi par la science. Et c'est la philosophie c'est le domaine propre de la philosophie. Nous parler des valeurs, nous parler de tout ce qui est spirituel, de Dieu, de l'être, ce qu'il y a de plus universel, et de comprendre ce qu'est l'intelligence et la complexité de l'expérience de l'homme, ce que ne peut pas faire le scientifique. Bien. Donc nous verrons les opérations fondamentales de l'intelligence. J'aimerais aussi vous dire un mot. Alors, 5e point,
le point de vue historique. On reviendra sur le tournant historique du XVIe siècle. Dans le rapport science-philosophie, il y a eu un tournant au XVIe siècle. Rappelez-vous ce que je vous avais dit la fois dernière. Descartes a assigné à la métaphysique deux objets, deux buts qui étaient traditionnels, démontrer l'existence de Dieu et démontrer l'immortalité de l'âme. Mais la nouveauté, c'est que Descartes avait dit démontrer l'existence de Dieu mathématiquement. Le projet de Descartes, more geometrico, démontrer l'existence de Dieu mathématiquement. Je crois qu'on n'avait jamais fait ça avant Descartes. Donc vous voyez au XVIe siècle qu'il y a un développement mathématique et scientifique tellement important, tellement fascinant, qu'on a des philosophes, de nouveaux philosophes, qui pensent que ce sont les mathématiques qui vont servir à tout, en particulier pour la métaphysique et pour démontrer l'existence de Dieu. Et puis il y a autre chose que Descartes a dit. Descartes a dit « je cherche une nouvelle philosophie », donc c'est la modernité, une nouvelle philosophie dont le but soit de rendre l'homme maître et possesseur de la nature. Vous allez noter ça, d'accord ? Descartes est considéré comme le père de la philosophie moderne par le but qu'il donne à sa nouvelle philosophie, chercher une nouvelle philosophie qui nous rende